Voilà, Oui. c'est ça. Donc, ça devrait être le cas. Pascal, tu peux peut-être nous refaire une petite introduction rapide. Oui, donc comme je vous le disais, bienvenue dans cet atelier ressources handicap formation sur le sujet de l'accessibilité numérique. Donc je disais également qu'on était en plein dans le sujet avec Philippe Trottin, donc directeur accessibilité et inclusion chez Microsoft, qui va donc nous faire une présentation des trucs et astuces que l'on peut utiliser pour partir peut-être de notre environnement pour déjà travailler autour de cette notion d'accessibilité. Parce que voilà, on vient de l'expérimenter, mais on est aujourd'hui de plus en plus dans un monde numérique et on voit bien que l'accessibilité est pas seulement pour les personnes handicapées, hein, pour chacun d'entre nous. On est vite handicapé face au numérique. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut, à travers cet environnement Microsoft, mieux connaître, mieux comprendre cet environnement pour voilà, pour bénéficier d'astuces pratiques et facilement mobilisables pour développer notre accessibilité numérique. Eh bien, merci pour l'introduction. Donc, effectivement, alors malheureusement, il y a un certain nombre de démonstrations que je ne pourrais pas vous faire, donc ce n'est pas grave, je me rabattrai sur des slides pour vous montrer les fonctionnalités. Mais on va commencer très rapidement. Pour les personnes qui n'auraient pas participé à l'atelier précédent, on va faire une petite introduction rapide à l'accessibilité numérique avant de passer sur les solutions. On part du principe finalement qu'on est tous différents, hein, qu'on soit porteur de handicap permanent ou simplement touché par un handicap temporaire ou une situation de handicap liée à l'environnement dans lequel on travaille. En définitive, on est tous différents. Et donc, il faut être en capacité de créer pour l'ensemble des utilisateurs des solutions, finalement leur fournir la meilleure expérience possible, donc créer un environnement dans lequel ils vont pouvoir collaborer, dans lequel ils vont pouvoir interagir, quelle que soit leur capacité, qui peut être éventuellement limitée dans certaines situations de handicap, ou en fonction des préférences en fait, des individus. On va adresser dans l'accessibilité à la fois les problématiques on va dire qu'on rencontre classiquement liées au handicap, mais aussi finalement des utilisations et des usages que tout un chacun peut être amené à utiliser. L'accessibilité, c'est un enjeu de société puisque ça touche à la fois finalement les enfants quand ils sont à l'école ou quand les personnes vont suivre des cours, on est dans les mêmes situations. Ça peut aussi toucher des personnes à la maison qui ont besoin d'outils pour communiquer, de leur téléphone mobile, accéder au web, etc. Et puis ça va toucher le monde de l'entreprise puisqu'on va adresser à travers ça tout un tas de sujets autour des applications inclusives, autour de l'environnement bureautique, autour du développement et de la conception de solutions, et puis de la collaboration, bien entendu. Si on essaye de façon un peu plus spécifique de parler finalement de l'accessibilité numérique en entreprise, on va à la fois adresser des problématiques d'emploi, mais des problématiques de conformité des locaux. Donc ça, là, on n'est pas dans le numérique. Par contre, la conformité à la fois des environnements numériques et du web ou des applications métiers qui seront développées, on a aussi des contraintes de mise en accessibilité. Donc ça fait partie aussi des obligations de l'entreprise. On ne doit pas discriminer les collaborateurs. Et donc à partir de là, le simple fait de ne pas discriminer les collaborateurs impose de s'assurer que les outils qu'on leur met à disposition sont bien accessibles. C'est la même chose quand on va adresser des cours, hein, en tant qu'enseignant et qu'on adresse des cours. Il faut s'assurer que tous les élèves, on les embarque bien grâce en fait, à un environnement accessible. Dans les entreprises, on va parler de recrutement, on va parler d'innovation, on va parler de business. Et donc, en fait, l'accessibilité numérique, finalement, c'est un moyen d'accompagner la transformation digitale de l'entreprise et en même temps la transformation culturelle. Alors, on va, maintenant que l'introduction est posée, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler en fait des différents environnements et des différentes solutions Microsoft.
Donc, dans un premier temps, quand on parle d'accessibilité, on parle finalement de deux choses un peu différentes. D'un côté, cet environnement numérique utilisé par tout le monde, et de l'autre côté, l'accessibilité au sens développeur, c'est-à-dire comment concevoir, comment développer des solutions universelles, comment s'assurer aussi que son site Internet, par exemple, est accessible, comment utiliser l'intelligence artificielle comme étant un moyen d'améliorer l'accessibilité. On le voit par exemple à travers les sous-titrages ici. Quelque part, on améliore entre guillemets l'accessibilité de la solution simplement par le fait de mettre à disposition des sous-titres. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut adresser en fait quand on parle d'accessibilité. Alors nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie gauche, hein, qui est l'environnement numérique qui va être utilisé. Et donc, finalement, ce qui est important dans cette accessibilité numérique, c'est principalement tout ce qui peut exister autour de Windows, tout ce qui peut exister aussi dans les solutions Office, dans Teams ou dans les solutions de visio, alors Teams chez Microsoft, et puis au travers aussi d'applications mobiles. Donc c'est tous ces sujets-là en fait que l'on doit couvrir dans le cadre de l'environnement numérique. Hop. Alors, si on commence rapidement par regarder ce qui peut exister en fait dans Windows 10 ou dans Windows 11 en fonction de l'environnement que vous avez, ce qui est intéressant en fait dans ces environnements, c'est que l'on a dans les deux cas de figure, on a ce qu'on appelle dans Windows 10 les options d'ergonomie et dans Windows 11 les fonctionnalités d'accessibilité. Alors, ce qui se passe que ce soit pour Windows 10 ou pour Windows 11, le simple fait d'utiliser la combinaison de touches Windows U vous permet d'accéder aux options d'accessibilité. Donc, je vais le faire et je vais vous partager du coup la fenêtre correspondante puisque je suis obligé de refaire un nouveau partage. Voilà, les paramètres d'accessibilité sont ici. Donc, normalement, vous devez les voir. Est-ce que c'est bien le cas ? Vous voyez les paramètres d'accessibilité? Oui, oui, c'est bon. Oui, très bien. Donc, alors que l'on soit sur, là je suis sur Windows 11, mais si on est sur une interface Windows 10, on va retrouver en fait les fonctionnalités d'accessibilité qui sont quasiment équivalentes, si ce n'est que l'écran est un tout petit peu différent, mais pour le reste, on va retrouver globalement les mêmes fonctionnalités qui sont classées sous la forme de vision, audition et interaction. Donc, si on essaye de regarder de quoi on dispose en fait dans ces différentes options, on a la possibilité, par exemple, de modifier la taille du texte. Donc, quand on modifie en fait cette taille de texte, l'intégralité des textes, que ce soit dans les menus, que ce soit dans les applications, que ce soit sur les différents boutons qui peuvent exister dans l'environnement Windows, tout va être augmenté en fonction de cette taille de texte. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique pour pouvoir augmenter l'affichage, sans être obligé de changer la résolution, sans être obligé voilà, ça permet de maintenir peut-être, par exemple, une taille d'icône qui ne va pas bouger, mais d'augmenter le texte qui apparaît sous l'icône, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être assez pratiques. On va avoir aussi une loupe. Donc la loupe, quand on l'active, donc je pense que dans la mesure où je ne partage pas mon écran, vous ne la verrez pas. Je vais quand même le faire pour voir si vous voyez quelque chose de votre côté. Est-ce que vous voyez une loupe activée ou pas du tout? Je suppose que non. Oui, il y a ici, Au-dessus loupe de l'écran, activée. vous la voyez au-dessus de l'écran? Vous voyez une zone agrandie au-dessus de mon écran? Ah non. Non, ok, donc vous ne la voyez pas. Donc, en fait, quand on active cette loupe, on peut choisir en fait 3 modes d'affichage. Un mode qui s'appelle avec ancrage. Avec ancrage, ça veut dire que ça crée en fait une fenêtre Windows. Et cette fenêtre Windows, alors d'ailleurs, je peux la partager également si je fais activer et que je partage la fenêtre en question. Non, elle n'apparaît pas, je ne peux pas la partager, non, c'est pas grave. Donc, ça va créer en fait une fenêtre dans laquelle une partie de l'écran va être zoomée et on va pouvoir prendre cette fenêtre et éventuellement la mettre sur un écran externe, par exemple, si on le souhaite.
On a un deuxième mode qui est plein écran. Donc, dans ces conditions, c'est la totalité de l'écran de l'ordinateur qui est zoomé. Mais ça veut dire qu'on ne voit pas l'intégralité de l'écran sur son écran d'ordinateur. Il faut scroller avec la souris, donc vers le haut, la droite ou le bas, pour déplacer finalement l'écran physique sur cet écran, entre guillemets, zoomé virtuel, donc qui est plus grand que l'écran physique. Troisième possibilité, c'est objectif. Objectif, ça va permettre de zoomer autour du pointeur de la souris. Donc, ça va créer un cadre. Quand je vais déplacer ma souris sur l'écran, je vais avoir en fait comme une véritable loupe. Je vais avoir ce qui est sous le pointeur de souris qui va être zoomé et pas le reste de l'écran. Voilà, donc il y a différents modes. On peut changer bien entendu le niveau de zoom. On peut, voilà, enfin, on a ces possibilités-là. En complément de la loupe, bien souvent, on a besoin de changer la taille du pointeur de sa souris, donc de l'augmenter par rapport en fait à ses besoins. Donc, on peut l'augmenter voilà, de façon assez importante. Et puis, on peut lui affecter éventuellement une couleur si on considère que la couleur, par défaut, le blanc ou le noir, ne sont pas forcément très, très visibles. On peut éventuellement choisir une autre couleur associée. On a aussi une dernière option qui est intéressante pour les personnes déficientes visuelles. On va avoir la possibilité d'activer ce qu'on appelle un curseur de texte. Donc, on le voit sur la partie haute là, de la fenêtre de paramétrage. Ça met une espèce de petite bulle en haut et en bas du curseur, ce qui fait que quand on déplace son curseur, les petites bulles suivent, on peut leur affecter une couleur. Et puis, on peut définir la taille en fait, de ces bulles. Donc, soit c'est assez discret, soit c'est relativement important. Et donc, à partir du moment où on active ça, on va pouvoir suivre de façon plus facile, entre guillemets, ce curseur qui va se déplacer. On a vu, donc là, c'est pour des personnes malvoyantes, toutes les options que l'on vient de voir. Si on considère aussi dans les problématiques de vision, on va avoir aussi des problématiques de vision de couleur. On va avoir des gens qui sont daltoniens. Donc potentiellement, quand je vais activer en fait le filtre de couleur qui existe en fait dans les fonctionnalités d'accessibilité, je vais pouvoir altérer les couleurs en fonction des problématiques de daltonisme que j'ai. Donc il y a différents types de perception ou difficultés de perception de couleurs que sont la deutéranopie, protanopie et tritanopie. Donc, je vais pouvoir, en fait, en fonction des problèmes que j'ai, choisir le filtre qui correspond le mieux en fait, à mes problèmes. Et à partir de là, si je ne vois pas le vert, je ne percevrai jamais le vert. Par contre, le vert va être transformé dans une couleur un peu différente que moi, je pourrais différencier des autres couleurs. Donc, c'est ça qui est important dans le filtre de couleur. On peut aussi avoir un Windows en nuance de gris ou voir nuance de gris inversée. Donc, à partir de là, on peut choisir en fait, le mode qui nous convient le mieux. On va aussi avoir, toujours dans le même cadre, alors dans des problématiques plutôt de contraste, on a la possibilité en fait, d'avoir des thèmes, alors qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur Windows 10 que sur Windows 11, mais on a des thèmes et après, on est en capacité, dans ces thèmes, donc si je choisis un thème particulier, je vais avoir la possibilité en fait, de modifier ce thème, de choisir la couleur d'arrière-plan, la couleur du texte, les liens hypertextes, etc. Donc, de réellement choisir les paramètres qui me conviennent le mieux, de façon à pouvoir adapter le contraste à mes problématiques de vision. Donc, ça nécessite, et c'est là où on a potentiellement du travail quand on accompagne quelqu'un qui a des problématiques justement de contraste à adresser, c'est que, bien entendu, il va falloir finement, entre guillemets, paramétrer ces différents thèmes de façon, enfin le thème en tout cas qui va être retenu par la personne concernée et paramétrer finement les couleurs de façon à s'assurer que le contraste est bien visible et fonctionne bien en fait sur les applications habituellement utilisées dans l'environnement. Philippe, je me permets une petite inclusion de Oui, questions. bien sûr. Nadège nous demande si les couleurs de fond sont préférables ou recommandées. Alors, les couleurs de fond, c'est-à-dire? Nadège, je ne sais pas si vous voulez Oui, compléter. vous parlez, est-ce qu'il y a des couleurs de fond d'écran ou puisque vous parlez de fil de couleurs qui, par rapport à des personnes, enfin, il y aurait une couleur qui serait qui pourrait être recommandée, ou alors à l'inverse, une couleur qu'il ne faudrait pas utiliser pour que ce soit le plus accessible possible.
En fait, par rapport aux couleurs de fond de l'environnement Windows, ça va être vraiment quelque chose de personnel. Il y a des gens qui vont avoir des préférences d'affichage plutôt claires, donc plutôt avec une fenêtre et un environnement assez clair. Moi, c'est ce que j'ai, par exemple, sur mon environnement. D'autres personnes préfèrent être avec un environnement foncé, donc plutôt dans les noirs. Il n'y a pas de règle, entre guillemets. C'est vraiment propre à chaque personne. C'est compliqué parce qu'en fait, dans les problématiques de vision de couleur, on cumule à la fois les problèmes de couleur justement que les gens rencontrent, avec en plus les problématiques de préférence et de contraste associés. Donc, on doit accumuler quelque part les préférences et les problématiques à associer. Donc, il n'y a pas de règle par rapport à ces choix de couleurs. Après, dans l'environnement de personnalisation de Windows, au-delà de la partie accessibilité à proprement parler, on a sur la partie, pardon, je ne me suis pas mis au bon endroit, on a sur la partie couleur la possibilité aussi du coup de personnaliser son mode d'affichage en considérant est-ce qu'on préfère justement un mode sombre ou un mode clair au niveau de Windows, et de la même façon, est-ce qu'on préfère un mode clair ou un mode sombre au niveau des applications qui s'exécutent? Moi, par exemple, mon environnement est plutôt un environnement Windows sombre. Ça veut dire que dans les menus qui apparaissent ici, c'est plutôt du noir. A contrario, mes applications, elles sont plutôt claires. Mais c'est vraiment une préférence qui m'est propre, entre guillemets. Alors, si on continue sur la partie accessibilité vision, la dernière option qui existe, c'est un lecteur d'écran qui est le narrateur, donc qui est le lecteur d'écran en fait par défaut qui peut exister dans Windows, qui peut bien entendu être remplacé ou être complété par d'autres lecteurs d'écran comme JAWS ou NVDA, qui sont d'autres lecteurs d'écran qui fonctionnent très bien sur l'environnement Windows. Et donc l'intérêt en fait d'avoir le narrateur, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un installe un environnement Windows de façon seule, hein, c'est-à-dire, imaginons une personne non-voyante qui doit installer un ordinateur, par défaut, le narrateur est activé, ce qui veut dire que la personne, elle va disposer en fait d'une aide vocale qui lui permet de faire l'installation par ses propres moyens de l'environnement. On demande d'ailleurs lors de l'installation si la personne qui installe préfère désactiver cette option vocale ou non. Par défaut, le lecteur d'écran, son intérêt, c'est vraiment de lire tout ce qui se passe à l'écran. Alors, je vais probablement, je vais partager, je vais exécuter en fait ce lecteur d'écran. Vous allez me dire si vous l'entendez. Paramètres fenêtre, narrateur, bouton bascule, activé. Alerte Bardin Nadège a quitté la réunion. Est-ce que vous entendez bien le narrateur? Oui. Alerte de Delphine Malassingne à tout le monde, oui. Alerte de Steve Minfard à tout le monde, oui. Affiché. Si je me Alerte déplace... de Muriel Rousseau à tout le monde, oui. Démarrer le narrateur avant la connexion. Alerte de Sandra Perrault à tout le monde, oui. Raccourci clavier pour le narrateur, bouton bascule, activé. Alerte de Florent, sortie Voilà. du narrateur. Bon, je vais le désactiver parce qu'effectivement, non seulement il lit en fait l'écran, mais il lit aussi toutes les alertes que l'on peut recevoir, donc tous les messages qui peuvent intervenir en fait dans le partage Zoom. Donc en fait, effectivement, c'est compliqué à la fois de manipuler une interface et en même temps de suivre une réunion. Donc quelque part, l'intérêt en fait de ce narrateur, c'est vraiment non seulement d'avoir une description lorsque l'on se déplace avec la touche de tabulation sur l'écran, d'avoir une vraie description de tous les champs qui existent sur lesquels on peut avoir une action particulière, et on va pouvoir changer l'état avec la touche entrée, on va pouvoir manipuler avec la barre d'espace, les touches de direction, tout cet environnement narrateur. On dispose pour l'exécuter, on fait Windows Contrôle Entrée, ça démarre le narrateur, et Windows Contrôle Entrée pour pouvoir l'interrompre. On a aussi quelque part un élément intéressant dans la partie accueil. Quand on fait ouvrir l'accueil du narrateur, sur l'accueil du narrateur, on a la possibilité d'avoir un petit didacticiel en 13 étapes qui nous permet en fait d'apprendre à utiliser ce lecteur d'écran, donc c'est relativement simple. Et après, on peut aller du simple au très compliqué, puisqu'en fait, on a tout un tas de touches de raccourcis qui vont permettre de manipuler le narrateur. On va pouvoir aussi, dans ce lecteur d'écran, choisir la voix de prédilection que l'on préfère avoir,
On va pouvoir aussi définir justement le niveau de verbosité. Est-ce qu'on veut qu'il soit très très bavard ou est-ce qu'au contraire on veut qu'il soit moins bavard entre guillemets. Et puis on va avoir la possibilité de gérer aussi à travers ce narrateur le fonctionnement des plages braille. Donc si on connecte une plage braille à son ordinateur, bah, c'est le narrateur en fait qui prend le relais pour manipuler la page braille. Voilà. Sur la partie vision, j'ai à peu près terminé. On va partir sur la partie audition. Et sur la partie audition, on a peu finalement de choses au niveau réellement de Windows. On a la possibilité de couper la stéréo. Donc certaines personnes qui ont des difficultés auditives, notamment quand elles n'entendent pas de la même façon dans chacune de leurs oreilles, vont préférer utiliser le mono plutôt que la stéréo. On peut aussi remplacer les alertes Windows, donc les bips, par des effets de clignotement, donc d'une fenêtre, de l'ensemble de l'écran, de la barre de titre, etc., pour se rendre compte en fait, visuellement de ce qui se passe et pas la voir de façon audio. Les derniers sujets en termes d'accessibilité dans Windows vont concerner la voix, donc la possibilité, alors en France, ça c'est de l'anglais uniquement, mais on a deux choses qui existent en fait au niveau de la voix dans l'environnement Windows. On a ce qu'on appelle de la saisie vocale, donc on utilise la combinaison de touches Windows H pour faire de la saisie vocale. Je vais vous en faire une démonstration. Et on a aussi de la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale va permettre de piloter l'interface de Windows. Donc je veux ouvrir Word, par exemple, je vais pouvoir dire ouvrir Word et Word va s'ouvrir, ou aller à la ligne quand je fais de la dictée vocale et automatiquement je vais pouvoir aller à la ligne. Donc il y a tout un dictionnaire à maîtriser en fait quand on utilise la reconnaissance vocale. Voilà. Ce qui est vraiment le plus simple aujourd'hui, le plus pratique, c'est la saisie vocale. Alors, je vais ouvrir un bloc-notes et je vais vous partager ce bloc-notes. Hop. Voilà, partager. Donc, normalement, vous voyez le bloc-notes. Quand on est dans le bloc-notes, si je fais donc Windows plus H, donc j'utilise la combinaison de touches. Donc là, ça va ouvrir une petite fenêtre que vous ne voyez probablement pas, mais qui permet de dire que l'ordinateur est à l'écoute de ce que je suis en train de dicter. Et donc, à partir de là, je peux faire de la dictée vocale. On a aussi de la ponctuation automatique qui est activable, etc., etc. Donc, ce qui est pratique par rapport à cette dictée, c'est qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle application. Vous êtes sur un formulaire d'un site web, vous êtes dans une zone de saisie, vous tapez Windows H et à partir de là, vous pouvez dicter dans cette zone de saisie plutôt que d'utiliser votre clavier. Donc ça va permettre notamment d'aller plus vite, mais ça peut permettre aussi dans différentes situations de handicap, donc quelqu'un qui aurait par exemple des troubles musculo-squelettiques ou de la dyspraxie, qui aurait du mal à utiliser son clavier, on va pouvoir en fait adapter la saisie grâce en fait à ce type de fonctionnalité. Alors, je vais repartager, excusez-moi, je vais repartager mon écran de paramètres. Dans la partie accessibilité, interaction, donc on a aussi la partie clavier. Donc la partie clavier, on a la possibilité d'ouvrir un clavier visuel. Et en fait, dans ce clavier visuel, on peut interagir. Alors imaginons que j'ai un écran tactile et que j'utilise ce clavier visuel. Ben, je vais pouvoir utiliser ce clavier pour taper à l'écran. Je vais aussi avoir la possibilité de faire de la reconnaissance manuscrite. Donc, j'écris avec un stylet sur un écran tactile et je vais avoir de la retranscription sous forme de texte qui va apparaître. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Dernier élément intéressant, alors la souris, on peut la contrôler avec son pavé numérique. Donc, on a la possibilité, quand on active en fait cette fonctionnalité, d'utiliser son pavé numérique pour déplacer sa souris. Et puis, on a la possibilité aussi, donc dernière chose au niveau de Windows, d'avoir ce qu'on appelle un contrôle visuel. Alors, le contrôle visuel nécessite d'avoir un dispositif complémentaire, donc qui est un oculomètre. Donc, je branche en fait l'oculomètre, donc il y a une petite réglette qui contient à la fois des caméras et un émetteur infrarouge pour faire la calibration des yeux, qui permet en fait de manipuler la souris avec des yeux. Donc, ça veut dire qu'on arrête d'utiliser sa souris, on arrête d'utiliser son clavier, on va utiliser uniquement
la possibilité de piloter le mouvement de la souris avec des yeux. Voilà. Donc, ça peut permettre, dans des situations extrêmes de handicap, hein, je pense à des gens tétraplégiques ou qui ont un locked-in syndrome, ou voilà, un certain nombre de situations, de pouvoir quand même interagir avec un ordinateur et éventuellement derrière d'utiliser de la synthèse vocale pour lire un texte, par exemple. Je vais repartager ma présentation. Hop. Est-ce que par rapport à ces fonctionnalités que l'on a pu voir au niveau de Windows, vous aviez des questions avant qu'on passe au reste? Non, pas de questions? Il y en a une de Patricia. Les différents accents et de prononciation ne posent-elles pas de problème pour la dictée vocale? Alors, la question est très pertinente. Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je fais de la dictée en anglais, ça fonctionne bien, alors que j'ai un accent qui est vraiment un accent français. Donc, les accents fonctionnent bien. Après, il peut y avoir un certain nombre de difficultés de diction, hein, qui peuvent être justement propres à un handicap et pour lesquelles ça va marcher plus ou moins bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Ça ne marche pas trop mal avec les accents, mais avec d'autres difficultés, c'est à tester. C'est à tester. Moi, j'ai vu des gens qui réussissaient très bien malgré leur handicap et d'autres qui, au contraire, avaient une prononciation qui était très difficile à comprendre. Même humainement parlant, c'était compliqué. Donc, l'ordinateur avait du mal, en fait, à bien écrire les mots. Voilà. On passe à la suite. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé non plus, pour le moment, il y a des fonctionnalités intéressantes qui sont en train d'arriver, notamment dans Windows 11, qui sont la possibilité de pouvoir disposer d'un sous-titrage nativement au niveau du système d'exploitation. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le son qui est émis, soit par quelqu'un qui sera en visio à distance, soit par une vidéo qu'on est en train de jouer, etc., tout ce son-là qui va être émis sur les haut-parleurs de l'ordinateur peut être retranscrit textuellement. Donc, on aura du sous-titrage natif en fait au niveau de Windows donc très prochainement. Pour l'instant, c'est des gens qui sont early adopters, donc qui peuvent tester en fait cette fonctionnalité. Elle ne fonctionne pour le moment qu'en anglais, mais dès que ça sortira en multilingue, donc on l'aura aussi en français. Alors, je vais continuer. Alors, je vous ai montré en fait donc, le pointeur de souris, la loupe, etc. Enfin, toute la partie visuelle. La possibilité de définir les couleurs en fonction de vos préférences. Donc, j'avance, hein, je vous ai déjà présenté tout ça en mode démonstration. La partie aussi paramétrage audio. Alors oui, des choses que je n'ai pas précisées parce que ça va de soi, hein, le fait de pouvoir complètement customiser sa barre de tâches au niveau de Windows, les gens ont l'habitude, mais ça peut permettre justement de pouvoir vraiment l'adapter en fait aux différentes situations, de mettre les applications essentielles. Dans certains types de handicap, notamment un handicap mental, ça peut être important d'avoir un focus sur les applications les plus importantes et donc de pouvoir permettre à la personne de très vite comprendre en fait l'interface et donc la paramétrer à ses besoins. On a aussi un assistant de concentration. L'assistant de concentration au niveau de Windows va permettre justement d'éviter d'être dérangé si on est en réunion ou si on est en train de travailler sur une tâche donnée, on n'a pas envie d'être distrait. Et dans certaines difficultés aussi de handicap, le fait est qu'on peut perdre assez rapidement sa concentration, donc le fait de pouvoir bloquer tout un tas de messages, d'alertes, etc., et de pouvoir le paramétrer en fonction de ses préférences, ça peut être pertinent. On n'a pas vu le lecteur immersif, donc je vais en faire une démonstration tout de suite. Et je vais partager mon navigateur. Donc, je vais aller, par exemple, sur un site. Je vais aller sur le site MSN. Voilà, donc là, je suis sur un site et je vais aller choisir un article, donc peu importe l'article. Donc, voilà, je vais sur un article. À partir du moment où je suis sur cet article, vous allez voir, lorsque la page sera chargée,
on a en fait tout un tas de choses complémentaires à l'article qui sont chargées, puisqu'on a à la fois de la publicité ou des liens qui nous invitent à aller voir d'autres articles. On peut avoir voilà, de la pub sur la droite, on peut avoir tout un tas d'autres articles qui apparaissent sur la page, donc en bas de la page. Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué en fait à comprendre. Alors attendez, pardon, la page n'est pas tout à fait encore chargée. On va attendre qu'elle le soit tout à fait. Je vais en ouvrir une autre parce que j'ai l'impression que cette page-là, elle a du mal à se charger. Hop, voilà, je vais en prendre une autre. Donc la page se charge et en fait, à partir du moment où la page est chargée, vous allez voir dans la barre d'adresse, ici, va apparaître en fait le lecteur immersif. Alors il faut attendre que la page soit complètement chargée. Alors, ça, c'est parce que je suis en train de partager mon écran. Donc là, vous avez vu apparaître en fait le lecteur immersif. Alors, quel est l'intérêt du lecteur immersif? C'est que lorsque l'on utilise le lecteur immersif, il va justement nettoyer toute la page, c'est-à-dire il va se concentrer sur l'article sur lequel on veut lire l'information et pas tout le reste. Donc, il enlève toute la partie fioriture. On va pouvoir du coup faire une lecture à haute voix. Qu'entendez-vous par moteurs électriques spéciaux? Les moteurs électriques sont dits spéciaux lorsqu'ils doivent répondre à des spécifications particulières, ne permettent. Voilà, bon, je vais le couper. On a la possibilité de changer ses préférences d'affichage, donc d'augmenter la taille, éventuellement d'augmenter l'espacement entre les lignes et les caractères pour des personnes dyslexiques. La possibilité voilà, de changer les thèmes d'affichage si on souhaite avoir par exemple un thème sombre plutôt qu'un thème clair. On va avoir la possibilité aussi d'adapter en fait la colorisation grammaticale. Donc, je peux coloriser les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes en choisissant les couleurs qui vont bien, voire même un séparateur syllabique pour la prononciation. Et puis, on va avoir dans les préférences de lecture un outil permettant de se concentrer, par exemple, sur une ligne, et donc ou 3 lignes, et de pouvoir se déplacer sur le texte. Donc, pour des gens qui ont des problèmes de concentration, ce type d'outil peut être assez intéressant. Donc, on va choisir la taille en fait, de la partie concentration, et puis à partir de là, ça va s'appliquer. On va aussi pouvoir traduire, hein, donc on a la possibilité simplement en un clic de traduire, là, en l'occurrence du français à l'anglais, mais j'aurais pu choisir n'importe quelle langue disponible. Voilà. Donc ça, c'est Edge. Alors, un élément complémentaire que l'on retrouve sur l'accessibilité de Edge qui est assez pratique, quand on va en fait sur les paramètres, on a une entrée à gauche qui est accessibilité, et on a la possibilité, par exemple, d'activer en fait ce qui s'appelle plan de visibilité élevé autour de la zone de mise au point. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si je vais par exemple sur une page, je vais retourner sur la page MSN, et je vais me déplacer, en fait, là on voit la zone autour de la partie recherche s'est mise en surimpression. Donc quand je vais me déplacer avec ma touche de tabulation sur la page, alors attendez, hop, je suis allé là, on voit en fait temporairement, on a la zone qui est sélectionnée, qui apparaît en surbrillance et qui ensuite disparaît. Donc ça vous permet de voir un peu plus facilement et un peu mieux le focus, à quel endroit il est mis, et donc de pouvoir voilà, mieux maîtriser le déplacement sur la page. Voilà. Ça, c'est aussi un élément intéressant. On va retourner sur la présentation. Hop. Alors, hop, je suis là. Je me remets en plein écran. Donc au-delà de ce lecteur immersif, donc on a le clavier virtuel dont j'ai parlé tout à l'heure avec de la reconnaissance manuscrite. Hein. Ça marche bien, même si on n'écrit pas très très bien. Alors, de là à ce qu'on ait une écriture de médecin, peut-être pas, mais en tout cas, même si on n'écrit pas parfaitement, l'écriture est quand même bien reconnue. Et on va passer maintenant à la partie Office 365.
Donc, sur la partie Office 365, on a énormément de fonctionnalités qui peuvent exister. Alors, on n'aura probablement pas le temps de toutes les parcourir, mais je vais en parcourir quelques-unes. Et je vais notamment… Oui, Éventuellement, on peut prendre 2-3 questions oui, bien peut-être avant sûr. de passer. Voilà. Evelyne demandait est-ce que la saisie vocale fonctionne avec d'autres langues? Alors oui, la saisie vocale fonctionne avec d'autres langues, tout à fait. Donc, en fait, c'est dans le paramétrage de la saisie vocale que l'on va choisir la langue au niveau de Windows. Michel nous demande est-ce que dans Windows 10, on retrouve l'ensemble des paramètres accessibilité? Oui, tout De ce que je mémoire, vous ai oui. montré, en fait, Voilà. sont Windows bien… 10 et Office 365. Alors, tous les paramètres que je vous ai montrés, donc que je vous ai démontrés sur Windows 11, sont rigoureusement les mêmes sur Windows 10. La seule différence, c'est que l'interface a été un peu améliorée. Donc, par exemple, les filtres de couleurs, sur Windows 10, l'interface est un tout petit peu différente. Donc, il faut mettre à côté de soi, par exemple, une image pour voir un peu ce que ça peut donner, alors que dans Windows 11, ils ont repris finalement des couleurs existantes avec quelques exemples, ce qui permet de paramétrer uniquement avec cette fenêtre-là. Mais bon, en dehors de ça, le reste des paramètres que l'on a vus existent dans les deux environnements. Oui, oui, tout à fait. Et alors, il y a Jean-François qui nous demande comment fonctionne le lecteur immersif. Est-ce qu'il cible des balises HTML spécifiques? Et est-ce qu'il faut prévoir quelque chose dans le code de la page? Alors, effectivement, c'est une bonne question aussi. Il faut en Pointu. fait avoir un seul contenu, c'est-à-dire il faut avoir une balise content sur la page HTML. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le lecteur immersif n'apparaît pas dans la barre à partir du moment où on a plusieurs articles, plusieurs contenus, mais il suffit qu'on ait un seul contenu pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, alors, il faudrait vérifier la balise exacte, mais ça doit facilement se trouver sur Internet si on recherche lecteur immersif et balise. Je ne l'ai plus en tête, hein, pour tout vous dire. Et Daniel nous demande une accessibilité. Est-ce qu'il existe une accessibilité aussi complète sur Mac? Ben, c'est propre à chaque système. Donc, il y a des choses qui existent sur Mac en termes d'accessibilité. Ils ont un lecteur d'écran également, mais c'est propre à chaque système. Alors, je connais moins l'accessibilité du Mac. A contrario, tout ce qu'on va voir en termes d'accessibilité sur Office va se retrouver aussi sur Office pour Mac, hein. Donc, on va retrouver des choses. Après, je ne sais pas si c'est aussi complet sur Macintosh aujourd'hui, je vous avouerai. Je ne sais pas du tout. Voilà, il n'y a pas d'autres questions, Philippe. Voilà. Alors, du coup, je vais compléter. Donc, je vais repartager cette fois-ci mon document Word. Hop, donc vous m'excuserez pour les différentes manips pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors, là, on est sur Word. Il y a deux versions de Word qui peuvent exister. Là, c'est la version qui est installée localement. Mais si vous avez besoin d'accéder à Word online, vous avez aussi la possibilité de le faire. Alors d'ailleurs, je vais commencer par celui-là pour vous montrer comment ça marche. Donc, je vais vous partager en fait ma fenêtre Internet. Donc, hop. Donc, si vous allez sur un site qui s'appelle office.com, sur office.com, il faut être authentifié en fait avec un profil qui soit par exemple un profil d'un compte Microsoft gratuit. Donc, vous créez un compte Live ou autre, vous vous connectez avec et vous allez sur office.com. À partir de là, en fait, vous pouvez bénéficier des fonctionnalités de Word, Excel, PowerPoint gratuitement avec une limitation, c'est que c'est des versions online, donc quelque part en termes de… C'est un petit peu moins réactif entre guillemets qu'une fonctionnalité installée localement. Donc si j'ouvre par exemple Word Online, je vais aller créer un nouveau document. Donc là, il va aller charger la page de Word Online. Donc il charge tous les composants nécessaires pour pouvoir globalement travailler. Donc on va attendre encore un petit peu. Vous voyez, par exemple, les fonctionnalités ici pour le moment sont grisées parce qu'il ne les a pas encore chargées et puis elles vont apparaître au fur et à mesure. Voilà, éditeur, dictée. Voilà, donc là c'est fait. Donc ici, on a la possibilité en fait de faire notamment de la dictée vocale. On va attendre. Alors, voilà, donc là, on attend un peu d'avoir un bip sonore qui nous dit que la dictée vocale est démarrée. Mais à partir de là, on peut faire de la dictée vocale sans problème, donc sur la version qui, cette fois-ci, est une version Word Online. Je vais l'interrompre.
Et donc, vous allez retrouver en fait dans cette version tout un tas de fonctionnalités qu'on va voir et que je vais vous montrer sur la version de Word installée localement. Alors, je re-switch sur Word normal, entre guillemets, enfin, la version installée localement. Et donc, je recommence un peu de dictée vocale. Donc là, je vais faire de la dictée vocale, ce qui va me permettre d'avoir un peu de contenu et de vous montrer en fait comment fonctionne cette dictée vocale. Il a mis un point d'interrogation, il aurait pu ne pas le mettre, c'est juste par rapport à mon intonation. Alors, je ne sais pas si vous voyez la fenêtre de paramétrage que je viens d'ouvrir. Est-ce qu'elle apparaît chez vous? Paramètres de dictée, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, c'est bon, Philippe. Ça veut dire que les sous-fenêtres apparaissent bien. Donc là, je peux choisir les langues dans lesquelles je peux faire cette dictée. Alors, ces langues sont limitées, entre guillemets, à un certain nombre de langues qui sont les langues les plus utilisées dans le monde, sachant qu'il y a un certain nombre de langues qui apparaissent en dessous, qui sont des langues dites de préversion. Ça veut dire qu'on a commencé à l'apprentissage de l'intelligence artificielle qui permet de faire cette reconnaissance vocale, mais on l'a fait de façon incomplète, donc on estime que c'est incomplet pour que ça fonctionne vraiment de façon efficiente. Alors que pour toutes les langues qui sont en haut, on considère que la qualité est suffisante pour pouvoir être utilisée de façon professionnelle. On peut aussi activer du coup la ponctuation automatique et puis les filtres à expression sensible. Alors un filtre à expression sensible, c'est un filtre qui permet, si vous prononcez des mots qui vont être considérés comme inappropriés, donc orduriers, etc., elles vont être remplacées par des étoiles pour éviter justement de faire apparaître dans le texte de ce type de mots. Dans le nouveau paramétrage en fait, de cette dictée vocale, on peut aussi choisir directement ici le micro qui est utilisé pour faire cette dictée. Donc là, vous voyez par exemple sur mon environnement, j'ai 3 micros différents, donc je peux choisir finalement le micro qui est le plus adapté en fait, à ma situation de dictée. Si vous avez cette dictée, vous avez aussi la possibilité rapidement dans le menu révision d'activer en fait de la traduction. Alors, je vous montre la traduction. Donc, vous choisissez, s'il n'a pas détecté automatiquement la langue, vous choisissez la langue correspondant à votre texte. Vous définissez ici la langue cible. Donc là, vous avez 70 ou 80 langues disponibles. Donc, il y en a quand même beaucoup. Vous faites simplement le bouton insérer et à partir de là, il va traduire en fait la zone qui a été présélectionnée. Alors, vous avez du coup ensuite, lorsque vous avez fait ça, on a aussi une autre possibilité dans le menu révision, qui est la lecture à voix haute. Donc là, je vais faire de la dictée vocale, ce qui va me permettre d'avoir un peu de contenu et de vous montrer en fait comment fonctionne cette dictée vocale. So here I'm going to do voice dictation, which will allow me to have a little bit of content and actually show you how this voice dictation works. Voilà, donc vous avez vu, il est en capacité de lire les langues qui ont été installées au niveau de Windows. Donc en l'occurrence, moi j'ai installé le français, l'anglais, et puis j'ai dû installer l'espagnol aussi. Donc il est capable de lire ces langues avec une qualité audio qui est relativement bonne. Je pense que l'ordinateur commence à parler mieux anglais que moi, donc ce qui est plutôt bon signe. Mais c'est une fonctionnalité intéressante. Et on a aussi, donc du coup, dans cet environnement, on peut avoir des situations dans lesquelles la personne, prenons le cas de figure d'une personne qui a des difficultés visuelles. Là, on l'a vu, pour faire la dictée vocale, j'ai été chercher le bouton dictée et j'ai été cliquer sur le bouton dictée qui se trouve dans le menu accueil. La difficulté, c'est que si vous avez soit de la dyspraxie, donc du mal à utiliser votre souris, soit vous avez des difficultés visuelles, vous aurez probablement du mal à trouver ce bouton. Donc, en définitive, dans la suite Office, on a un menu recherché, donc le moteur de recherche qui est en haut de mon écran, que je peux activer à travers la combinaison de touches Alt-Q. Quand je fais Alt-Q, ça positionne le curseur sur la zone de recherche. Et là, je peux, par exemple, donc, aller chercher la dictée vocale. Alors, il était déjà dans le menu. Donc, je vais pouvoir faire entrer. À partir de ce moment-là, donc la dictée vocale est lancée et je peux dicter mon texte comme je veux. Donc, j'ai pu activer cette dictée sans utiliser mon bouton, simplement à travers Alt-Q et le moteur de recherche.
Si je souhaite maintenant arrêter cette recherche, je vais procéder de la même façon. Je vais faire Alt-Q et je vais faire Entrée, puisque la dernière fonctionnalité qui a été sélectionnée par ce menu recherche est la dictée vocale. Donc, je vous le montre. Alt-Q, Entrée, et donc j'ai pu arrêter la dictée vocale. Alors, je n'ai pas mis le filtre anti-approprié, donc Alt-Q, évidemment, de temps en temps, ça ne marche pas forcément très bien. Lorsque vous faites toutes ces opérations, donc dans le moteur de recherche, vous pouvez faire aussi aller rechercher des choses plus basiques. Vous voulez mettre en italique, par exemple, cette zone, vous pouvez taper italique et automatiquement, vous allez mettre le texte en italique. Ou gras, vous allez mettre le texte en gras. Donc, en fait, vous allez pouvoir interagir avec le texte uniquement à travers ce moteur de recherche. Et puis, vous allez pouvoir aussi accéder à des fonctionnalités, comme par exemple le vérificateur d'accessibilité. Donc, le vérificateur d'accessibilité qui permet de voir si le texte, en tout cas le document sur lequel on travaille, est bien accessible. Alors, prenons le cas de figure où, par exemple, j'ai mis ce texte en gris sur fond blanc. Le vérificateur d'accessibilité me dit « Attention, on a un problème de contraste, il faut changer la couleur de la police de caractère ou changer la couleur de la page pour augmenter le contraste. » Donc, par exemple, je mets une couleur soutenue. Là, typiquement, j'ai corrigé le problème d'accessibilité de ce document. Donc ça, c'est un outil qui est aussi assez pratique. Toujours dans l'accessibilité au niveau de Word, si je vais dans le menu affichage et que je vais sur la partie qui s'appelle outils d'apprentissage, je vais avoir la possibilité d'accéder aussi à des fonctionnalités qui vont me permettre notamment d'augmenter l'espacement entre les lignes et les caractères, donc pour améliorer la lisibilité pour des personnes dyslexiques. Je vais pouvoir aussi avoir un séparateur syllabique, donc avec un petit point en fait, qui apparaît entre les différentes syllabes de mes mots. Je vais avoir l'outil de concentration, le même que celui qu'on a vu tout à l'heure sur Edge, qui va me permettre aussi d'avoir un focus particulier, ou la possibilité de changer les couleurs de page en fonction de mes préférences. Donc, je fais ce paramétrage en fait une fois pour toutes, et chaque fois que je vais relancer le lecteur immersif, il va récupérer ce paramétrage. Je crois que sur la partie Word, on a à peu près tout vu. Est-ce que vous avez des questions? Gabriella posait la question, mais je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, sur Mac, en fait, n'a pas la case dictée. Comment l'activer, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez, Philippe, sur Mac? Alors, si elle n'a pas la case dictée, il est possible que ça soit aussi lié à sa version. Parce qu'en définitive, le bouton dictée est apparu en fait avec Office 2019 ou avec Office 365. Donc, sur des versions Office 2016, par exemple, on n'aura pas cette possibilité-là. Deuxième situation qui peut arriver, c'est quand en fait, on n'a pas paramétré sa voix au niveau de Windows. Donc, si je repartage mes paramètres de Windows, si vous allez sur les paramètres de Windows, comme par exemple le micro, vous avez besoin aussi d'activer, alors sans ça, on va sur... allez, on va attendre. Configuration du micro. Si votre micro, par exemple, n'est pas configuré correctement, à ce moment-là, le bouton dictée peut ne pas apparaître. Voilà. Donc, il faut regarder si c'est lié. Alors, sur Mac, ça ne doit pas être le même paramétrage au niveau du micro, mais il doit y avoir peut-être quelque chose d'équivalent ou un problème de version d'Office, comme je le disais précédemment. Et alors, il y avait Jean-François qui, tout à l'heure, avait posé la question, mais on était déjà passé à ce chapitre-là. Donc, il revenait sur l'outil de dictée et il demandait si c'était une technologie dite de machine learning ou si l'application progressait au fur et à mesure des utilisations. Alors, réponse oui, c'est du machine learning. On a affaire à un expert. Hein. Ça s'appuie en fait sur un service cognitif Azure, donc c'est le service qui est disponible en fait même quand vous développez vos propres applications. Donc vous pouvez utiliser ces services-là. Je vais vous montrer rapidement. Je vais repartager mon navigateur qui doit être ici. Hop. Donc en fait, si on va sur azure.microsoft.com, on va attendre. Voilà. Dans la partie produit, vous avez IA et Machine Learning et vous avez les services cognitifs, Azure Cognitive Services. Et on va retrouver en fait toute la partie de reconnaissance, donc
par exemple la reconnaissance du langage, la reconnaissance de la vision, la reconnaissance, etc. Et la partie speech, donc la reconnaissance vocale. Donc en fait, ce sont ces services-là qui sont utilisés par Word pour faire de la dictée et par Windows également, c'est les mêmes services. La seule différence, c'est qu'en fait, on n'enchaîne pas forcément toujours tous les services entre la dictée de Windows et la dictée d'Office. Je vais donner un exemple. Quand on fait de la reconnaissance vocale, on doit d'abord reconnaître la voix et la transformer en texte, mais ensuite, on doit s'assurer que la phrase qui a été créée est bien une phrase, entre guillemets, correcte. Donc, ça veut dire qu'il va falloir analyser la grammaire de la phrase pour voir si par hasard, il n'y a pas une conjugaison particulière à apporter, etc. etc. Donc ça, c'est des services complémentaires en fait, qui peuvent être utilisés pour pouvoir le faire. Voilà. Okay. Merci Philippe. Alors pour les adeptes de Mac, hein, vous verrez, Carole, Christine partagent des bonnes pratiques, voilà, comment elles ont trouvé pour mettre en place la dictée. Il y a Michel qui pose une question intéressante. Est-ce qu'il existe des fiches en FALC faciles à lire et à comprendre sur ces différentes fonctionnalités afin de les proposer aux apprenants en difficulté? Alors, c'est un bon point parce que pour le moment, en définitive, il n'existe pas forcément de fiches en FALC. Par contre, ce qui existe, et je vais vous le montrer tout de suite. Alors, pardon, excusez-moi, il faut que je repartage mon écran. C'est une manip à chaque fois. Il faut y penser. Je vais vous partager mon navigateur là encore. Hop. Donc, si on va sur aka.ms/accessibilité, je vous le mettrai dans le chat. Vous avez ici un onglet ressources. Et dans l'onglet ressources, vous allez trouver en fait déjà un certain nombre de documents qui peuvent être intéressants, mais surtout des petites vidéos de démonstration, qui sont des vidéos assez courtes, hein, qui durent 2 minutes maximum, qui vous présentent tout un tas de fonctionnalités. Donc une partie de celles que je vous ai montrées aujourd'hui, par exemple Word, la dictée vocale, on a une démonstration avec aussi la dictée de Windows qui est cumulée. Vérificateur d'accessibilité, etc., etc. Donc, vous avez quand même pas mal de petites vidéos de démonstration, mais c'est un bon point. Je vais peut-être effectivement travailler sur une version FALC. J'y avais pas pensé, pour tout vous dire. Super. Pascal demande, est-ce qu'il existe des formations spécifiques? Donc là, vous avez la réponse à votre question, Pascal. Il y a ces petits tutos sur Microsoft. Et vous avez aussi d'ailleurs, là sur le site accessibilité, vous allez dans formation. Et dans formation, vous avez une formation en français qui dure 2h30 avec un certain nombre de modules que vous pouvez suivre. Hein. Donc, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, les fonctionnalités et outils d'accessibilité de Microsoft. La création de contenu accessible, c'est quelque chose qu'on avait vu lors de l'atelier précédent. Donc, il y a un certain nombre de choses, en fait, et pour le développement applicatif. Donc, il y a un certain nombre de modules qui existent déjà. Alors, ce n'est pas des formations très, très avancées, c'est-à-dire ça permet à un public débutant, finalement, de rentrer dessus, mais ça vous donne quand même des bonnes bases de départ, entre guillemets. On a aussi d'ailleurs créé un petit escape game qui permet d'animer des sessions de 5-6 personnes avec un animateur. Donc, quand on télécharge la version, on a un document Word pour l'animateur qui va animer la session. Et puis, on a une présentation PowerPoint qui va permettre en fait, de jouer avec les fonctions d'accessibilité pour les découvrir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est utilisable. Puis, il y a aussi une BD sur le même type, en fait, une BD sur... ça raconte une petite histoire d'une entreprise qui rencontre différentes difficultés de handicap et les solutions qui ont pu être utilisées. Donc voilà, différents modes de communication en fait dans ces ressources. Est-ce qu'on peut demander à Marine de désactiver son micro, à moins que Philippe, comme vous avez la main, vous pouvez le faire. Moi, je n'ai plus la main là. Hop. Attendez. Hop, Marine Schwenk. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, on mettra les liens dans la discussion. Oui. C'est ce que j'étais en train de faire. En fait, j'étais en train de mettre la ressource. Voilà, comme ça, tout le monde va la voir. Et il y a Céline qui nous dit sur Word, le changement de fenêtre désactive automatiquement la dictée. Quelle application utiliser pour une dictée lorsque l'on souhaite passer d'une fenêtre à une autre? Bloc-notes, point d'interrogation.
Alors, oui, effectivement, quand on fait de la dictée vocale dans Word, il faut rester sur la fenêtre Word. Dès qu'on change de fenêtre, ça va arrêter la dictée vocale. Si on veut faire de la dictée vocale avec plusieurs applications, eh ben, à ce moment-là, il faut effectivement utiliser celle de Windows, donc avec la combinaison de touches Windows H. Bon, puis vous avez déjà un adepte dans le fil de toutes les vidéos Alter Égal. On partage effectivement les liens que vous nous avez montrés, Philippe. On va très bien là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. OK. Voilà. Alors, bah, du coup, on va passer. Alors, dans la présentation que vous pourrez récupérer, donc vous aurez en fait un slide. Je vais me repasser en plein écran, excusez-moi. Hop. Vous aurez en fait un slide pour chacune des fonctionnalités qui existent, hein. Ça vous permet de voir un peu tout ce qui existe en fait dans les différentes solutions. Donc là, je vous en montre quelques-uns, mais hop. Donc, les vocales notamment, donc vous vous retrouvez avec une fenêtre qui ressemble à ça, dans lequel vous pouvez activer la ponctuation automatique et éventuellement le filtre inconvenance, et puis la langue dans laquelle vous voulez faire la dictée. C'était une des questions de tout à l'heure. Donc, ensuite, on a le lecteur immersif, etc., etc. Donc, je ne vais pas toutes les passer en revue. Je voulais plutôt passer rapidement sur PowerPoint. Donc, je vais partager, je vais aller créer une nouvelle présentation PowerPoint et je vais vous partager cette nouvelle présentation, voilà, qui est là. Donc, dans cette nouvelle présentation, le point qui est important, c'est, et je pense que j'avais dû aussi le présenter partiellement lors du précédent atelier, je vais aller chercher en fait sur Internet un petit texte hop, sur la Tour Eiffel. J'aurais pu faire autre chose d'ailleurs. C'est juste histoire d'avoir un peu de texte. Allez. Voilà. Donc, je vais copier en fait sur la présentation un texte que je récupère sur Internet. Et je vais aller récupérer aussi. Allez. Et je vais aller aussi insérer par exemple une image. Hop, on va aller prendre l'image de la Tour Eiffel justement. Et donc, on va se retrouver avec l'outil qui s'appelle idée de conception, qui va permettre de façon automatique d'organiser entre guillemets le texte par rapport à l'image. Donc, ce qui permet quelque part d'éviter à une personne qui aurait du mal à manipuler sa souris, d'éviter de lui faire la manip. Donc, c'est efficace et ça permet finalement d'aller plus vite lorsqu'on crée une présentation. Et donc, ça adressera aussi des problématiques d'usage de la souris. Si je prends aussi, et j'avais dû aussi le montrer, mais je vais quand même le remontrer pour les gens qui n'auraient pas été là, si on met quelques petites phrases, donc par exemple aller au restaurant, marcher, tiens, je vais regarder si ça marche, se promener, courir, prendre l'avion. J'ai mis un certain nombre de petits mots, pardon, excusez-moi, et je vais sélectionner cette liste-là. Alors, probablement se promener, ça ne va pas marcher, donc je vais l'enlever. Donc, si je considère que ça, c'est une liste à puces, automatiquement, idée de conception va aller me chercher des pictogrammes qui correspondent en fait aux différents mots-clés, les mots structurants que l'on va trouver dans les petites phrases. Donc, aller au restaurant, il a réussi à trouver un picto qui ressemble à manger, marcher, courir, prendre le train, prendre l'avion. Alors, prendre l'avion, par exemple, il a mis quelque chose qui correspond à prendre. Donc, si je supprime prendre l'avion et que je ne mets que avion, donc idée de conception, alors attendez, idée de conception va remouliner. Et là, il va aller me chercher un pictogramme d'avion. Voilà, parce que probablement prendre l'avion, il ne savait pas trop si c'était prendre ou si c'était avion, le mot discriminant. Donc voilà, ce qui est bizarre parce que prendre le train, il l'a trouvé correctement. Enfin bon, voilà. Donc c'est pour vous montrer un peu comment PowerPoint va fonctionner. Et donc une fois que vous avez une présentation, pour être aussi davantage inclusif,
Dans le menu diaporama, vous pouvez cliquer sur la case « Utiliser les sous-titres », choisir la langue dans laquelle vous allez parler, la langue de sous-titrage, et à partir de là, vous vous mettez en plein écran. Et donc là, quelque part, vous faites votre présentation et vous avez un sous-titrage qui va apparaître de façon naturelle en fait dans votre présentation. Donc, vous pouvez changer vos slides sans problème pendant que vous êtes en train de parler. C'est complètement dissocié donc, entre la partie haute et la partie basse. De la même façon, vous avez besoin, et d'ailleurs je vais en faire une démonstration, je vais faire la présentation en parlant en anglais avec un sous-titrage en français pour voir si effectivement ça fonctionne dans de bonnes conditions. So let me present you the Eiffel Tower. The Eiffel Tower is in Paris. It's 330 meters. Voilà, bon, enfin bref, vous avez compris le principe. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette capacité, en fait, non seulement à sous-titrer, mais aussi à sous-titrer avec de la traduction. Donc, c'est plutôt pertinent. Ce que j'ai dit sur Word reste valable sur PowerPoint. Ça veut dire que si je vais dans le menu révision, je vais me retrouver encore avec le vérificateur d'accessibilité. Donc, je peux rendre accessible une présentation. Je vais avoir aussi la partie traduction qui va être là. Et vous avez aussi de la dictée vocale qui existe en fait dans le menu accueil, hein, comme ce qu'on avait retrouvé dans Word. Donc, toutes ces fonctionnalités-là restent valides entre les différents outils de la suite Office 365. Je vais rebasculer. Hop. Voilà, donc vous avez à peu près tout vu. Vous regarderez en fait en détail un peu plus la présentation si nécessaire. Je vais pas vous faire, alors je vais peut-être vous faire juste une démonstration très rapide en fait sur Teams parce qu'on n'est pas dans un contexte Teams, mais il y a une chose que je voulais vous montrer pour les gens qui utilisent Teams. Je vais partager en fait ma fenêtre Teams qui est là. Hop. Donc imaginons vous êtes sur Teams, vous avez besoin de voir tous les raccourcis clavier. Avec contrôle point, vous avez accès à tous les raccourcis clavier qui vont vous permettre de naviguer, d'accéder aux réunions, enfin de faire tout ce qu'on veut en termes de manip grâce à ces raccourcis. Imaginons que j'ai besoin de chatter avec quelqu'un, je vais pouvoir faire CTRL/, ouvrir une fenêtre, par exemple mon alternante qui s'appelle Lynn. Hop, ça va ouvrir en fait une fenêtre de chat. Et donc, dans cette fenêtre de chat, je vais avoir la possibilité donc, soit directement d'écrire à ma collègue en tapant le texte, puisqu'en fait, mon curseur est là, hein, donc je peux commencer à taper les caractères dans la zone de saisie sans avoir utilisé ma souris, mais je peux aussi le dicter. Donc là, typiquement, c'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Je peux aussi faire de la dictée vocale dans un contexte qui n'est pas un contexte qui est un contexte finalement dans lequel je vais chatter avec quelqu'un. Donc là, bon, il suffirait juste que je fasse entrer en fait pour lui envoyer le message et elle le recevrait. Donc, voilà. C'est juste pour vous faire une petite démonstration de tous les endroits où on peut potentiellement utiliser cette dictée vocale. Je vais rebasculer sur notre présentation. Alors donc, en termes de fonctionnalité d'accessibilité, hein, vous avez tous les raccourcis clavier, une zone de recherche. Et puis pour les gens qui participent en fait à la réunion, ils peuvent à distance changer le contraste de leur écran, donc directement dans l'interface de Teams, ou peuvent aussi traduire le support de présentation dans une autre langue de façon directe. Donc il n'y a pas besoin que vous, en tant que présentateur, vous traduisiez. La personne à distance peut choisir de traduire le support pour elle. Voilà. Je vais laisser la main pour la conclusion. Ou est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas pour l'instant. Ok. Je vous laisse la main sur la partie... Oui, et puis si jamais il y a des questions, on les reprendra après. Ouais, pas de souci. Merci Philippe. À toi Pascal. Il faut que tu réactives ton micro, Pascal. Pardon, voilà. C'est bon. Ça va mieux comme ça. Ah oui. Donc voilà, je remercie Philippe pour cette présentation qui permet d'avoir un aperçu, on va dire, hein, sur un certain nombre de fonctionnalités
que je trouve extrêmement intéressantes et qui nécessiteront sans doute pour chacun d'entre vous et puis pour nous aussi peut-être d'y revenir. On voulait vous préciser que l'ensemble de ces ateliers et webinaires sont organisés dans le cadre de l'activité des ressources handicap formation, qui sont une démarche qui a été initiée depuis quelques années maintenant et qui vise à accompagner les organismes de formation pour leur permettre de développer des pratiques plus inclusives et devenir du coup plus inclusif. Et cette démarche ressources handicap formation, on la porte bien sûr, la GFIP la porte, mais on souhaite la partager en fait avec l'ensemble de nos partenaires financeurs en fait ou institutionnels que sont l'État, les régions, le FIPHFP, Pôle emploi, parce qu'on est convaincu que cette question de l'accessibilité, ça peut pas être une question spécifique, qui soit pensé que par des structures ou des organismes un peu spécialisés, mais qu'il faut que ça devienne une ambition de tous et donc portée par tous. Et cette démarche ressources handicap formation, elle se traduit donc une démarche d'amélioration continue qui se traduit très concrètement par la proposition d'une offre de service avec un réseau, une présence de personnes qui agissent pour ce réseau sur chacune des régions. Et si on veut bien passer la slide d'après, ça me permettra de vous représenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'offre de services des ressources handicap formation pour justement travailler ce développement de l'inclusion et le fait que finalement tous les acteurs de droit commun s'emparent de cette question de comment on fait pour permettre à tous et permettre aux personnes entre guillemets autrement capables d'accéder notamment à la formation. On a identifié 3 dimensions qui nous paraissent indispensables et très complémentaires les unes des autres. Qui est une dimension, comment on aide les organismes de formation et les CFA à penser leur accessibilité, donc leur politique d'accueil des personnes handicapées, a priori, sans forcément, avant même que les personnes soient accueillies, comment on pense l'accessibilité, puis ça va jusqu'à la conception même des certifications et puis des modules. On a une autre dimension, c'est qu'une fois que les personnes arrivent, comment on s'y prend très concrètement pour identifier les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés dans le cadre de la formation. Comment on fait pour évaluer leurs besoins. Donc, les ressources handicap formation sont là pour aider les référents des organismes de formation à évaluer la situation de handicap, en fait. Et puis, comment on fait pour adapter, proposer des adaptations, suivre ces adaptations et les mettre en œuvre et puis les financer accessoirement. Et une dernière dimension qui est extrêmement importante aussi, c'est que pour travailler sur la question du handicap, de l'accessibilité, de l'inclusion, il faut mieux connaître, mieux comprendre. On voit que c'est un puissant fond. Philippe nous l'a démontré aujourd'hui, le monde évolue. Donc, la question de l'accessibilité, elle est chaque fois reposée différemment. Et aujourd'hui, on est dans cet enjeu notamment de numérisation. Et on voit que ça pose... ça peut être un atout, et c'est un atout, mais ça peut être aussi des obstacles importants pour un certain nombre de personnes, en tout cas. Voilà, donc vous pouvez contacter les équipes des ressources handicap formation. Vous retrouvez toutes leurs coordonnées. Alors, très récemment, je crois que c'était fin d'année dernière ou tout début de cette année, je ne sais plus, nous avons ouvert sur notre site internet un nouvel onglet qui s'appelle « Acteurs de la formation », parce qu'il nous semblait important également de pouvoir présenter là un petit peu toutes les actions qu'on conduit pour aider les acteurs de la formation à mieux travailler la question du handicap et de la prise en compte du handicap. Et donc, vous retrouvez un ensemble d'informations, mais aussi toutes les coordonnées de ce réseau sur le site de la GFIP, onglet « Acteurs de la formation ». Vous cliquez, vous trouverez les coordonnées.
important également à vous préciser, ce webinaire et cet atelier font partie d'une série d'ateliers et de webinaires qu'on a programmés jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, vous avez alors sur les sujets de l'accessibilité en formation, vous avez le prochain atelier qui est programmé le 7 juin de 11h30 à 13h30 qui concerne la question du cadre légal de l'accessibilité entre obligations et recommandations. On anime cet atelier avec Elsa Géroult, InnovAnd. Alors, il faut vous inscrire sur le site de la GFIP, c'est indiqué. Et puis, on a un deuxième atelier avant l'été qui aura lieu le 21 juin, également animé par Elsa, qui a pour thématique la pédagogie inclusive. Voilà, cerner les notions essentielles sur les neurosciences et voilà, les stratégies à développer. Donc, on vous invite à déjà à diffuser cette information et puis à vous y inscrire si vous êtes intéressé. Le 24 juin, il y a aussi, j'anime un autre atelier en fait sur la conception universelle. Si ça vous intéresse, on ne les avait pas mis effectivement sur le slide, mais c'est 3 jours. On le rajoutera peut-être avant de... Voilà. Merci Philippe, oui, j'ai fait ça à la va-vite ce midi. Du coup, comme à chaque fois on présente les 2 ateliers à venir, j'étais restée dans l'idée qu'il y en avait que 2, mais c'est vrai qu'on a rajouté celui d'Elsa. Oui. Voilà, toutes mes excuses, on va le rajouter. On le rajoutera, oui, pas de souci. Voilà, et puis il nous reste du coup à vous... Non, du coup, oui, ça on l'a pas actualisé. Non, du coup on le fait pas parce que c'est pareil. Pour accéder à Padlet, c'est toujours un peu compliqué. Non, écoutez, il y a eu beaucoup de remerciements dans le chat pour Philippe, pour son intervention et pour toutes ces fonctionnalités. J'imagine certains ont découvert, d'autres ont redécouvert. Apparemment, des personnes ont du mal à ouvrir le lien vers le support. Je vous ai mis le support dans le chat et apparemment, certaines personnes ont des difficultés. Si c'est le cas, écoutez, envoyez-moi un mail. Mon adresse mail est dans les contacts sur les formulaires. Je vous l'enverrai par mail. En principe, vous ne voyez pas le lien? Vous ne voyez pas le lien vers le support? Ça m'inquiète. Est-ce que quelqu'un peut me dire si... Alors, si on le voit, mais il est un peu long à télécharger visiblement. Il est lourd, ouais, il est lourd. Vous avez généré le PDF en fait ou... Non, je n'ai pas généré le PDF. Je vais vous mettre le PDF alors à la limite. Ok, ça ira plus vite. Ouais. Pour les prochaines fois, on générera directement le PDF. Ouais. Bon. Philippe vous le renvoie. Voilà, puis dans la mesure où cet atelier a été enregistré, il sera également, dans un second temps, mis à disposition sur notre site ressources. Oups. Voilà, il arrive. Et donc, vous aurez, oui, je pense d'ici la fin du mois de mai, vous aurez tous les replays des ateliers que vous avez manqués depuis le mois de mars. On devrait avoir tous les replays sur le site ainsi que tous les supports pédagogiques qui étaient liés à ces ateliers. Donc, vous pourrez rattraper les séquences que vous avez ratées. Voilà. C'est arrivé, j'espère que c'est bon pour vous. Le lien direct où s'inscrire pour les prochains webinaires, c'est toujours sur la même page du site web de la GFIP. Vous avez un hub, une page qui s'appelle Acteurs de la formation, c'est celle qui figure dans le support. Et sur cette page-là, vous avez toutes les informations qui vous concernent, qui vous sont dédiées, aux référents handicap d'OF et de CFA, mais également aux équipes pédagogiques, etc. Vous avez toutes les informations sur la page Acteurs de la formation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Beaucoup de remerciements, Philippe. Voilà. Et puis, pour les personnes qui ont évoqué des cas concrets de personnes, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec les ressources handicap formation sur vos territoires. C'est la présentation qu'a fait Pascal en toute fin de séquence. Voilà. Merci à vous surtout d'avoir pris le temps et toutes nos excuses pour les petits dysfonctionnements de démarrage. Voilà, c'était exceptionnel. On apprend en marchant, voilà. On est dans le timing néanmoins, donc voilà. C'est pas mal. Merci à vous et très bonne journée s'il n'y a pas d'autres questions. Et à très bientôt.
Merci à tous et À à toutes. bientôt. Au revoir.